Notre budget national est de 80 milliards et le déficit cette année est de 12 milliards. Votre pays a aussi une grande dette à payer. Comment faites-vous pour vous débrouiller? Eh bien, nous nous débrouillons précisément. Camarades, j'ai 37 ans et l'homme dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est mort à mon âge, assassiné le 15 octobre 1987 pour ses idées d'émancipation. Alors comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne, je vais ramener son histoire à la nôtre, indépendant en devenir. Aujourd'hui, on va parler du capitaine Thomas Sankara. Son histoire commence le 4 août 1983, c'est la révolution démocratique et populaire en Haute-Volta, qui sera ensuite rebaptisée le Burkina Faso, et qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Et celui qui est alors le 8e pays le plus pauvre de la planète voit émerger à sa tête un jeune homme aux idées progressistes, avant-gardistes et complètement dévoué à son peuple. Sa vision pour son pays est claire, l'indépendance à tout prix, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et il sera mort assassiné 4 ans plus tard. C'est difficile de se présenter soi-même parce que on ne se connaît jamais bien. On ne peut pas être à l'étage et puis se voir dans la rue en train de marcher. Et je préfère laisser le soin aux autres de dire comment ils me perçoivent. Alors Thomas Sankara était un homme d'État, bien sûr, révolutionnaire, socialiste et figure du panafricanisme. À 33 ans, c'est une icône pour son pays et marquera le continent à jamais. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous apporter à nous, humbles web chasseurs-cueilleurs, si on parlait d'indépendance, puisqu'en effet, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle personnelle, finalement ce n'est qu'une question d'échelle. Le jeune président burkinabé n'a qu'un souhait pour son pays, celui qu'il n'ait pu à tendre la main pour demander de l'aide à la communauté internationale. Il souhaite une décolonisation réelle, culturelle, économique, mais surtout de la dignité pour son peuple. Ben, je crois que pour bien parler au peuple, il faut parler des questions qui concernent le peuple. Ben, si nous parlons de la guerre des étoiles, le peuple ne sent pas la guerre des étoiles. Il ne sait pas ce que c'est. Il a d'autres préoccupations. Il veut manger, il veut un logement, il veut du travail, il veut de la santé, il veut de l'éducation, il veut des routes. Ça, le peuple le comprend. Pour ça, il leur demandera beaucoup, et notamment de produire et de consommer local. Lui s'occupera des relations internationales, de la dette notamment, des ressources du pays, en priorisant bien sûr l'éducation et l'eau potable pour tous, l'autosuffisance alimentaire et le développement culturel. Il déclara que ses objectifs sont refuser l'état de survie, desserrer les pressions, libérer nos campagnes d'un immobilisme moyenâgeux ou d'une régression. Démocratiser notre société, ouvrir les esprits à un univers de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Briser et reconstruire l'administration à travers une autre image du fonctionnaire. Plonger l'armée dans le peuple par le travail productif. Et lui rappeler incessamment que sans formation patriotique, un militaire n'est qu'un criminel en puissance. Ces premières actions iront donc vers la transformation de l'administration du pays, la répartition des richesses, mais aussi l'émancipation de la femme, la responsabilisation de la jeunesse, la décentralisation et évidemment la lutte contre la corruption. Pour expliquer ce qu'est l'impérialisme à son peuple, il dira simplement « Regardez dans vos assiettes ». Il est là l'impérialisme, n'allez pas chercher plus loin. Je ne leur fais pas faire, je fais avec eux. Oui. Moi aussi, je fais avec eux. Donc. Alors sa sensibilité et sa nature humaniste, il la doit très probablement à son éducation, modeste et religieuse. Il est le fils aîné d'une fratrie de 11 enfants, de Marguerite et de Joseph Sankara. Ses parents ont très tôt remarqué que leur fils était intéressé par les études, assez doué même, son parcours scolaire a été exemplaire. Mais par manque de moyens, lui qui voulait devenir médecin, chirurgien, pour obtenir une bourse, il a dû s'orienter vers une école militaire. C'est comme ça qu'il commence sa carrière. Et bien sûr, malgré le prestige des institutions qui l'ont formé, il n'oubliera jamais d'où il vient. D'ailleurs, c'est pendant ses études qu'il se forgera son identité politique. Notamment en partant au Sénégal, en témoignant d'une révolution là-bas. Il partira aussi au Cameroun. Il se liera d'amitié avec tous les révolutionnaires de l'Afrique de l'Ouest. Et il rentrera au pays avec de grandes ambitions.
tous ceux qui cherchent à nous dominer, d'où qu'ils viennent, ils sont impérialistes. Même de l'Est. Même de l'Est, s'ils nous dominent. Et pour cela, c'est leur comportement qui fait qu'ils sont impérialistes, ce n'est pas leur position géographique. On ne cherche pas l'impérialisme avec une boussole. Est-ouest, non. On cherche l'impérialisme en fonction du bonheur qu'on a et des rapports qu'on a. Vous êtes là, tant que vous voulez connaître notre peuple, vous n'êtes pas impérialiste. Mais tant que vous cherchez à nous étudier pour nous dominer, vous devenez impérialiste. Et moi, je ne cherche pas à savoir si vous venez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Vous êtes impérialiste et puis c'est tout. Même la couleur de votre peau ne m'intéresse pas. Parce que vous pouvez être noir, comme moi, mais avoir des idées de domination et d'exploitation des noirs. Le coup d'État effectué, Thomas Isidore Noël Sankara est donc déterminé à faire face à ses responsabilités et honorer les promesses qu'il a faites à son peuple. Le capitaine est un homme joyeux, poli, souriant, mais toujours vêtu de son apparat militaire et porte à la ceinture un pistolet qui lui a d'ailleurs été offert par l'ancien président de la Corée du Nord, Kim Jong-il. C'est dire si le symbole est fort. Ses discours teintés de marxisme ont donné de grands espoirs à ses compatriotes, et ses idées ont traversé les frontières. Le sage président ivoirien Houphouët-Boigny prendra régulièrement la défense de celui qu'il considère comme un grand homme, face à un François Mitterrand et une France encore trop influente dans la région. Je suis comme lui, et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'État totalement dévoué à son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience. Face aux membres des Nations Unies, il se fera remarquer notamment par son courage en dénonçant les pressions auxquelles il fait face. Et petit à petit, c'est le monde entier qui remarquera son envergure. Mais tout cela, bien sûr, ne plaît pas aux puissants. L'été 1987, il demandera aux pays africains de le rejoindre pour refuser de payer la dette souveraine détenue par les banques occidentales. Il sera tué 3 mois plus tard, trahi par son bras droit et ami Blaise Compaoré, qui deviendra ensuite le président et ce pour les 30 prochaines années. Alors, s'il a été le bourreau, évidemment, on est en droit de se poser la question, mais qui ont été les commanditaires ? Thomas Sankara avait de nombreux ennemis, la France, la Libye, Israël, les États-Unis. Alors espérons pour sa mémoire, celui des Burkinabés, mais aussi pour l'ensemble du continent africain, qu'un jour le voile sera levé sur sa mort. Est-ce que les Africains n'ont pas de défauts ? Les Africains ont beaucoup de défauts. Ils en ont beaucoup. Le premier défaut, c'est que nous sommes pas unis. C'est le plus grand, c'est un grand défaut aujourd'hui pour nous. La création d'un front uni contre le remboursement de la dette est la pire crainte des créanciers. Voilà ce qu'il disait à ses collègues homologues africains. À noter aussi qu'il était proche des idées portées par Muammar Kadhafi, celles d'une Afrique unie. Mais je vous l'ai dit, il restera nationaliste avant tout, le Burkina Faso burkinabé. Et bien sûr, dans sa bouche et le contexte, ce n'est pas de la xénophobie, mais une évidence de la survie. Alors je sais ce que tu vas me dire, c'est intéressant tout ça, mais en quoi ça peut nous être utile ? C'est simple, Thomas Sankara voulait l'indépendance de son pays, nous voulons notre indépendance personnelle et professionnelle. Il voulait l'émancipation de son pays, et nous voulons nous libérer d'un système. Du salarié par rapport à son patron, ou du travailleur indépendant qui, malgré ce que son nom semble indiquer, est souvent au crochet de quelques clients. Nous nous en sortons d'abord en limitant nos dépenses. Plus vous avez de besoins, plus vous devenez pauvre. Moins vous avez de besoins, plus vous êtes riche. Alors les grandes valeurs portées par Thomas Sankara, on l'a vu, c'est celles de la nation, du peuple, et ses premières envolées lyriques faisaient l'éloge du travail. À bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas les voleurs, à bas les maris réactionnaires, à bas la petite bourgeoisie affolée, mais aussi et surtout à bas les paresseux. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir à notre niveau ? Oui, il faudra travailler, mais surtout aligner son hygiène de vie à ses ambitions. Le Burkina Faso part de loin, de très loin. Alors le capitaine doit donner l'exemple, et ça commence par ses collaborateurs dans son gouvernement, et par lui-même. Il doit réduire les dépenses,
équilibrer le budget. Ensuite, il va demander aux militaires d'aller dans les ateliers, dans les champs, pour aider au développement économique du pays. Alors de notre côté, pour le foyer, c'est la même chose. Plus de dépenses superflues, plus d'extra. Tu dois couper dans tes dépenses et garder en tête qu'il n'y a pas de petite économie. Avec le travail, c'est la première étape. Quelles dépenses de prestige? Par exemple, les voitures de luxe, nous les supprimons. La patou la mort! La patou la mort! Les ministres chez nous ne voyagent pas en classe première dans les avions, c'est en classe économique. Et ça leur permet d'arriver en même temps que ceux qui sont en première. Ensuite, seul on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Thomas Sankara a pris le pouvoir par l'adhésion de son peuple, la force du nombre. Il croyait en l'intelligence collective. Alors toi, à ton niveau, c'est pareil, tu dois te constituer un réseau de professionnels ou de clients, un collectif qui sera en mesure de t'alimenter, une tribu interdépendante que tu seras amené à aider autant qu'elle t'aidera. Elle te permettra évidemment de pallier à d'éventuelles baisses d'activité, mais aussi de prétendre à des projets plus ambitieux. Le réseau t'aidera sur plein de niveaux. Parce que je ne connais pas sur cette planète-là un pays qui peut soutenir à 100% le Burkina Faso sans demander de contrepartie. Je n'en connais pas. Seul le Burkina Faso peut aider le Burkina Faso. Tous les autres pays vous demanderont toujours quelque chose. Le 4 août 1984, je vous l'ai dit, Thomas Sankara tiendra un discours mémorable aux Nations Unies. Il dénoncera l'hypocrisie des soutiens économiques. Il parlera alors d'une souveraineté sous perfusion, d'un égard paternaliste et dominateur. Alors sa demande est simple. Il veut faire apprendre seul. Toute aide sera la bienvenue à condition qu'il n'y ait rien de demandé en échange. Pour nous, entrepreneurs et travailleurs indépendants, c'est un peu la même chose. On a des outils pour nous aider à nous développer comme un crédit, des financements, des sponsors. Et bien sûr, tu ne dois pas dépendre d'eux et cela ne doit pas altérer ton projet sur le long terme. Évidemment, il est tentant aussi en cas de pépin de se tourner vers maman en France, notamment avec les impôts qu'on paye. Mais le combat de l'indépendance est aussi une quête de dignité. Alors, à bon entendeur. L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues ou des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, celui-là ne nous aide pas. Dans ce même discours à l'ONU, il dira cette phrase que j'adore. Sans formation patriotique, le militaire n'est qu'un criminel en puissance. Ce qu'il dit là, c'est que l'homme doit comprendre l'idéologie qu'il sert. Et pour faire le lien avec le travailleur, le salarié et les burn-out notamment, c'est que il manque de sens parce qu'il sert des objectifs qui ne lui appartiennent pas. Alors ici, le salarié devient un robot en puissance. Quelle est l'idéologie du travailleur ? L'argent, peut-être. Pour devenir riche, je ne crois pas. Pour vivre, très probablement. Mais surtout, investir. Le reste serait cosmétique, superficiel, indécent. Plus tôt dans sa carrière, avant de prendre le pouvoir, en 1982, il sera nommé secrétaire d'État à la culture et à la communication, dans un gouvernement qu'il n'approuve pas. Alors il provoquera le scandale dans un colloque télévisé face à un parterre de journalistes internationaux. Il va poser sa démission et lancer cette phrase « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Cette phrase lui posera pas mal de problèmes puisqu'il sera emprisonné, puis il va s'évader. Pendant sa cavale, il va rassembler de plus en plus de ses compatriotes qui vont le soutenir et face à la pression du peuple, le gouvernement finira par le gracier. Chez nous, il y a les deux problèmes, la quantité et la qualité. La quantité n'y est pas, nous n'avons pas beaucoup à manger. Il y a des régions dans lesquelles on ne mange qu'une fois par jour. Chez vous, on mange je ne sais pas combien de fois.
Plus de 3 fois, si vous ajoutez, vous mangez plus de 3 fois par jour. Gâteaux, Ah oui, c'est trop. C'est trop. C'est pourquoi d'ailleurs, vous, les femmes se pèsent pour voir si elles ont pris du poids. Chez nous, parce qu'elles veulent maigrir chez vous. Hein? Vous étudiez beaucoup pour maigrir, vous achetez des repas spéciaux pour ne pas prendre des calories, etc. Et nous cherchons des repas pour prendre des calories. On n'a pas la même préoccupation, vous voyez. Pour conclure, en fait, cette idée de parler de Thomas Sankara m'est venue pendant la période de confinement en France, puisqu'on a vu quels étaient les travers de la mondialisation. Est-ce qu'il est possible de parler de nationalisme sans être traité de fasciste ? Est-ce qu'on peut parler de patriotisme sans être insulté de xénophobe, de raciste ? Est-ce qu'on peut remettre en question l'Europe ? Est-ce que nous aussi on doit se concentrer sur la production locale ? Est-ce qu'à notre niveau aussi personnel on doit investir dans la crypto-monnaie ou faire un potager ? Est-ce qu'on doit revoir la démocratie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas enfin atteindre un équilibre social dans le pays mais aussi à travers le monde ? Parce que la mondialisation n'est pas un gros mot. À l'origine, la mondialisation, c'est l'équilibre social à travers le monde. La répartition des richesses. Sauf que nous, on a fait une mondialisation économique. Alors je crois que chaque personne, région, nation doit trouver son autonomie, sa stabilité durable. Je crois aussi que le travailleur indépendant doit pour ça diversifier ses sources de revenus, pour ne pas dépendre évidemment de l'un ou de l'autre. Il doit bien sûr investir son temps et son argent, revoir son hygiène de vie, ses valeurs et ses objectifs.